Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors nous sommes ravis de vous retrouver sur ce format des matinales, des webinaires de 45 minutes que nous vous proposons le vendredi matin. Et ces webinaires, ils nous permettent d'aborder l'actualité et les enjeux de vos entreprises en lien avec les larges et différents domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, juridique ou RH, et de décrypter pour vous, l'actualité, les obligations et tout autre, sujet plutôt complexe, pour vos structures parce que changeant, et toujours plein d'enjeux. Aujourd'hui, on vous propose une thématique, finance sur les prix de transfert, comment maîtriser la réglementation et limiter vos risques. Alors avant de passer, la main à nos experts du sujet, quelques mots rapides sur le réseau RSM. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Et je crois que nous aurons l'occasion d'évoquer la force de notre réseau international en fin de présentation. Je n'en dis pas plus et je vais tout de suite laisser la main à nos animateurs qui vont se présenter et dérouler leur sujet. Bonjour à tous, Maxime Guénaoui, donc je suis Transfer Pricing Director chez RSM depuis maintenant plus de 3 ans, avec une expérience de environ 13 ans sur les prix de transfert. Donc je ne fais que des prix de transfert depuis tout ce temps et j'ai le plaisir de participer à ce webinaire avec Cécile Guyot, donc International Tax Partner. Je vous laisse. Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin. Donc Cécile Guyot, je suis International Tax Partner chez RSM et donc en lien avec la ligne fiscalité et droit et nos services dans ces deux domaines. Et donc, comme on a beaucoup de clients qui ont des enjeux internationaux, il est indispensable en fait que nous développions une offre prix de transfert. Et donc, c'est pour ça que je travaille avec Maxime sur ce sujet. Donc, à la fois des enjeux finances, économiques, fiscaux et de conformité. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Maxime, notre expert. Donc c'est vrai qu'on a alors les prix de transfert, attaquer les prix de transfert un vendredi matin, ça peut paraître un peu rude, mais c'est un sujet qui est bien évidemment clé pour de nombreuses sociétés. Donc on est sur une matière qui est assez changeante, avec beaucoup d'évolutions, un sujet très économique, avec beaucoup de fiscalité aussi. Donc c'est vraiment un sujet assez central pour beaucoup de sociétés. On estime qu'il y a environ 60% des échanges mondiaux qui sont des prix de transfert. On verra par la suite ce que sont les prix de transfert. Mais on voulait d'abord aborder quelques éléments, en fait, quelques facteurs qui augmentent la pression sur les prix de transfert et qui en font vraiment un sujet central. On a d'abord des évolutions de règles applicables en France. On verra d'où viennent cette pression en fait qui arrive en France sur les prix de transfert. On verra que c'est drivé en grande partie par l'OCDE et même beaucoup de juridictions internationales. On a aussi un changement de paradigme. Les prix de transfert avant étaient un sujet très très juridique qui devient de plus en plus économique. On verra aussi pourquoi. Quel est le poids de l'analyse économique dans les prix de transfert. Et c'est aussi un sujet politique. On voit qu'il y a un gros intérêt pour les administrations de challenger, de vérifier les politiques de prix de transfert, à analyser leur cohérence et derrière, pourquoi pas gratter, voir sous le vernis ce qui s'y cache, si on a vraiment une politique de prix de transfert qui est cohérente avec à la fois l'organisation, les flux. Donc on verra aussi ces éléments. On a bien sûr en plus on va dire un environnement avec une baisse de seuil, on verra les seuils plus tard, un inversement de la charge de la preuve, une hausse des pénalités. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est assez central, et des évolutions de jurisprudence et des mesures de simplification, donc qui paraissent à premier abord assez positives pour les contribuables. On verra pourquoi. C'est à double tranchant parce que ça peut aussi se retourner pour les contribuables. Ces mesures de simplification qui sont plutôt à destination
des sociétés qui n'auraient pas forcément la capacité à produire de grosses documentations, etc. Mais on verra que c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Donc, un petit sommaire. Donc, on va d'abord aborder une petite introduction sur les enjeux de prix de transfert, présentation des principales obligations en France, les principales mesures qui accentuent la pression fiscale, le bilan des contrôles 2024 et bien sûr un partage de bonnes pratiques. Donc, l'essentiel, vous aurez de toute façon accès à ces slides. Donc, l'essentiel, c'est de vous présenter, on va dire, la théorie assez rapidement, mais aborder assez vite dans ce webinaire vraiment la pratique et vraiment le bilan des contrôles, ce qu'on peut en apprendre. Donc, c'est assez clé. Donc, avant tout, une petite définition pour ceux qui sont un peu plus novices, on va dire, sur les prix de transfert. Donc, selon l'OCDE, les prix de transfert sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels ou rend des services à des entreprises associées. Alors, certains pays aussi considèrent qu'il y a nécessairement un passage de frontières. Donc voilà, c'est assez large en fait. Ça couvre à la fois des flux qui existent. Donc là, comptablement, on est capable de les tracer. Il y a une contrepartie financière. Par exemple, je vais distribuer des produits et j'ai une contrepartie financière pour cette distribution. Mais ça concerne aussi des transactions ou des services qui sont rendus sans contrepartie financière. Donc c'est aussi une des spécificités des prix de transfert, c'est qu'on ne peut pas forcément tout suivre sur base des chiffres. Il faut tout le temps prendre un peu de recul sur la situation. Alors, l'idée, c'était de comprendre un peu d'un point de vue global ce qui se passe pour après recentrer sur la France. Donc, pourquoi on parle de prix de transfert? On a une approche principalement de l'OCDE, mais il y a aussi des approches de l'ONU, de la Banque mondiale sur les prix de transfert. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a environ 140 pays qui arrivent à se mettre d'accord sur des règles communes d'imposition ou des règles communes de mécanismes de taxation qui se basent sur un plan d'action en 15 étapes. Donc BEPS, c'est l'acronyme pour Base Erosion and Profit Shifting. Donc là, on voit bien qu'on est clairement dans la lutte contre l'évasion fiscale, l'érosion de la base imposable. Donc on ne peut pas faire plus clair comme plan. C'est une initiative qui est en 15 actions. Alors il y a à la fois de la lutte contre les instruments hybrides, la taxation du numérique, on a pu le voir avec la taxe Google. Parfois, on le revoit dans le paysage médiatique. La position à 15% mondiale, donc c'est sur lesquelles Cécile reviendra plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur ces 15 actions, il y en a 4 qui sont vraiment centrées sur les prix de transfert, avec à la fois des recommandations sur la méthodologie et des recommandations sur vraiment le contenu. Qu'est-ce qu'on attend en termes de contenu pour documenter, justifier de ces prix de transfert. L'idée générale, c'est de se dire que globalement, mondialement, on a des profits d'environ 1500, 1600 milliards, voire plus, c'était des études de 2015. L'idée, c'est de savoir comment je répartis ces profits au sein de ma multinationale, sur quelle base, de manière à contenter toutes les juridictions. Donc ça, c'est vraiment clé. Et c'est pour ça que nous, en termes de prix de transfert, c'est pour ça que ça devient une discipline de plus en plus économique, c'est qu'on s'attache vraiment à la création de valeur, à la chaîne de valeur, comprendre quelles sont les fonctions clés d'une entreprise. Pourquoi c'est intéressant pour les administrations? Donc là, on est plutôt sur des études de Zuckman qui sont aussi qui ont leur qualité, parfois qui peuvent être critiquées aussi, mais on estime qu'il y a environ 40% des profits qui seraient réalisés dans des pays à fiscalité avantageuse. Donc là, c'est pareil, ça peut être parfois fantasmé, mais ce qui est important, c'est qu'on peut estimer, il est estimé, Zuckman, qui a quand même du poids au niveau de l'OCDE, on serait sur une approche d'environ 240 milliards qui seraient éludés en termes d'impôts par les multinationales. Donc on voit vraiment l'impact d'avoir une politique de prix de transfert cohérente, parce que les administrations sont vraiment en fait de ces mécanismes d'optimisation, et assez souvent, ça se base sur des prix de transfert. Donc je passe. En France, on a des obligations. Donc là, on l'a compris, on a l'OCDE qui donne des directives, qui donne des recommandations, et ensuite les États sont libres d'installer dans leur législation les différentes recommandations de l'OCDE. La France a choisi une approche par seuil. Ce qui ressort de l'OCDE, c'est qu'une documentation de prix de transfert, généralement, elle doit être composée en 3 principaux documents. Un fichier local,
un fichier principal et un country by country reporting, donc un reporting pays par pays. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de ces documentations. On pourra faire des webinaires sur ces sujets spécifiquement. Mais ce qu'il faut retenir en France, c'est qu'on a une approche graduée en fonction de seuil, soit de chiffre d'affaires, soit d'actifs bruts. En dessous de 50 millions, en gros, on doit juste être en mesure de documenter quand même que sa politique de prix de transfert est cohérente. Au-dessus de 50 millions, on doit faire un formulaire, ce qu'on appelle le formulaire 2257, qui va décrire à la fois la politique de prix de transfert, les actifs intangibles qui sont utilisés par la France et qui appartiennent au groupe, mais aussi le montant des transactions intra-groupe, donc les flux intra-groupe, au-dessus de 100 000 euros. Donc ça, c'est par exemple, cette approche, la déclaration 2257, c'était hors cadre de l'OCDE, c'est la France qui a décidé d'ajouter au-dessus des 3 différentes documentations, cette documentation spécifique. Donc c'est particulièrement intéressant pour des filiales de groupes internationaux parce que souvent, on va avoir une centralisation, si vous voulez, des travaux prix de transfert qui vont être au niveau du groupe et qui vont avoir cette approche avec le fichier local, le fichier principal, country by country reporting, mais parfois vont oublier cette documentation en 2257 qui est quand même obligatoire en France pour les groupes concernés. Ensuite, on a un seuil de 150 millions. Au-delà de ce seuil, on doit être en mesure, en cas de demande de l'administration, de présenter un master file et un local file, donc fichier principal et fichier local, selon les recommandations OCDE. On a aussi des recommandations françaises. À noter que ce seuil a été réduit. Il a été réduit à partir de l'année 2024, l'année fiscale 2024, suite à la loi de finances 2024. Donc, on est passé de 400 millions à 150 millions. Donc ça, c'est un shift assez important pour les multinationales. On voit que petit à petit, la maille du filet se resserre et on a de plus en plus de sociétés qui doivent se conformer. Et la spécificité aussi française, c'est qu'on peut même avoir une filiale française qui fait que 10 millions de chiffre d'affaires, mais à partir du moment où elle appartient à un groupe dans lequel il y a une entité qui atteint ces seuils, qui peut être située à l'étranger, l'obligation revient aussi sur la société française. Donc ça peut être parfois un poids assez lourd à supporter pour des contribuables français, mais c'est une des spécificités. On a cette approche en cascade, qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et bien sûr, au-dessus de 750 millions, on a la déclaration pays par pays. Là, l'idée, c'est vraiment de donner une idée de combien je réalise de chiffre d'affaires dans tous mes pays dans le monde, combien j'ai d'effectifs, quels sont mes actifs, quel est l'impôt. Donc, c'est vraiment un document clé qui devient public, en plus, à partir des exercices ouverts au 22 juin 2024. Donc, principalement, on va dire ceux qui clôturent en décembre 2024. Le premier exercice concerné serait celui de 2025, à faire fin 2026. L'élément clé là-dedans, c'est que ça va devenir une documentation publique. Donc ça, c'est vraiment clé aussi. Donc c'est un risque aussi à prendre en considération. Et de manière générale, en termes de prix de transfert, c'est l'article 57 qui est la pierre angulaire de cette réglementation, qui, quand on a des critères d'indépendance économique et juridique qui sont vérifiés, applique le principe de pleine concurrence. Et le principe de pleine concurrence, c'est quoi? C'est sommairement, le prix que j'avais appliqué avec mes filiales doit correspondre à un prix de marché. Donc, le prix que j'applique entre parties liées doit correspondre au prix que j'aurais appliqué avec des entités non liées. Et c'est un peu la base, en tout cas en France et globalement, des prix de transfert. Donc, d'être en mesure de documenter le fait que le prix que j'applique en interne correspond au prix que j'aurais pratiqué avec des tiers. Alors, là, on va aborder maintenant les principales mesures qui accentuent la pression fiscale sur les prix de transfert. Donc, on peut aborder 3 thèmes principaux. On a dans un premier temps des organes de contrôle qui sont de plus en plus formés et sensibilisés aux problématiques de prix de transfert. Ça, c'est un point qui est assez clé vis-à-vis des administrations parce qu'elles ont aussi la difficulté, on va dire, de devoir être compétents sur beaucoup de sujets différents. Les prix de transfert, c'est un sujet de niche. Mais par contre, on assiste à une montée en gamme et puis une montée en formation avec aussi des brigades spécialisées sur les prix de transfert auxquelles les inspecteurs font de plus en plus appel. Donc, on a la direction des vérifications nationales et internationales, donc la DVNI, la brigade de vérification et de contrôle informatisé, la BVCI. Ce qui est intéressant, c'est le côté informatisé. Donc, on voit aussi l'approche par la data.
ça vous aura pas échappé qu'on a de plus en plus de data, de plus en plus de capacités de traitement de la data. Donc, on a vraiment des brigades qui sont formées à utiliser énormément d'informations et à faire le lien également entre les différentes informations que les contribuables doivent publier. Le deuxième point, c'est le parquet national financier, bien sûr. Donc pareil, qui peut être l'interlocuteur judiciaire des directions nationales. Donc il peut intervenir en cas de poursuite de fraude de haute technicité. Donc là, on est plutôt sur des gros enjeux. Mais pareil, on a des experts en prix de transfert dans ces brigades. On a aussi des services d'enquête spécialisés, donc le SEJF et la Brigade nationale des répressions de la délinquance fiscale. Donc ça augmente les prix de transfert, on va dire la pression sur les prix de transfert augmente et ça vient de plusieurs, on va dire, instances en France. Donc on a vraiment une pression sur ce sujet des organes de contrôle. Désolé. Tac. Le deuxième point, on a des mesures transversales qui accentuent également la détection de potentiels risques. Donc, il y a la facturation électronique. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à y penser, mais c'est un point qui accentue également la capacité à extraire de la data, sur lesquelles on peut, derrière, à partir du moment où on a de la data, on peut se permettre de faire des réconciliations. Ça aussi, c'est une spécificité française, c'est que dans un fichier local, on a nécessairement l'obligation de faire une réconciliation financière entre la politique de prix de transfert et les données financières de l'entité. Donc là, quand on fait le mix entre la déclaration 2257, le local file avec des réconciliations financières, la facturation électronique et d'autres facteurs, la digitalisation du contrôle fiscal, on a vraiment un gros focus sur la digitalisation des contrôles fiscaux et la capacité à traiter énormément de flux. On a le FEC aussi, le fichier des écritures comptables, qui donne aussi de la data. Donc on a vraiment ces mesures transversales qui accentuent la pression. Le troisième point qui vient, c'est les mesures de simplification. Donc paradoxalement, on a le CDE qui, par exemple, peut dire, voilà, si vous faites que de la distribution ou des fonctions très simples, vont donner ce qu'on appelle des mesures de simplification, des Safe Harbor Rules, qui vont dire, selon votre contexte, on peut estimer qu'un bon indicateur, ça peut être, dans votre cas, un return on sales, par exemple, et si vous le fixez à 3%, 4%, c'est safe, hein, on peut considérer que c'est en ligne avec le principe de pleine concurrence. En France, on a donc des recommandations, des mesures de simplification, par exemple, sur les transactions financières. On va avoir un taux d'intérêt, donc c'est le taux du 39.1.3 qu'on appelle plus basiquement, mais qui va donner des taux d'intérêt limites. Donc l'idée, c'est de se dire, si on applique un taux sur ma dette intragroupe qui ne dépasse pas un certain seuil, d'un point de vue français, en tout cas, je suis en mesure de déduire ces intérêts. La question qui se pose, c'est que c'est à double tranchant. On peut avoir le cas où on va avoir par exemple un prêt qui va être en dollars ou qui va être un prêt pour des filiales qui sont à plus haut risque et nécessairement un prix de marché qui devrait être potentiellement plus élevé que le taux limite prévu par l'administration. Et dans ce cas-là, on a la possibilité de documenter via une analyse de prix de transfert le fait qu'on a un taux d'intérêt qui peut différer des recommandations de l'administration. Mais ce qui est intéressant dans ce cadre-là, avec ces mesures de simplification, c'est que ça donne un peu des prix planchers, ça donne une première idée de ce qu'on peut attendre en termes de rémunération. Et à partir du moment où soit on dévie, ou soit carrément on n'a même pas de transaction, donc par exemple, et ça arrive assez souvent, on peut avoir des sociétés qui vont faire par exemple du marketing pour le groupe, qui sont non rémunérés, et alors tant qu'il y a des coûts en face, ça donne des pistes, ça donne des billes pour, en cas de contrôle, être en mesure d'estimer le risque et estimer le manque à gagner pour les entités françaises. Alors en plus, les prix de transfert, on a la particularité que c'est des vases communicants, donc le profit qu'on a en trop dans un pays, on va l'avoir en moins dans un autre. Il faut aussi coordonner un peu les approches entre les différents pays, donc c'est un moindre changement, on va dire, et si on doit le faire en plus a posteriori,
devient assez complexe dans le terme des prix de transfert. Donc c'est pour ça qu'il est assez important d'avoir aussi des connaissances en fiscalité internationale pour être en mesure de voir ce qu'on peut faire quand on réagit a posteriori. Donc nous, de manière générale, on conseille d'avoir une approche assez contemporaine sur les prix de transfert. Donc, dès qu'il y a une transaction, d'un peu de se poser la question au moment de cette transaction, comment on peut la documenter, comment on peut la traduire, quel serait le prix que je pourrais appliquer. Mais voilà, donc c'est une mesure de simplification un peu à deux faces. Le troisième point, c'est la capacité à faire des contrôles plus complets. Donc, de s'orienter à la fois sur les prix de transfert, mais de faire le lien avec d'autres sujets, parce que les prix de transfert sont assez liés aux problématiques qu'on peut rencontrer, par exemple, en douane, qu'on peut rencontrer en TVA. Ça a des conséquences. Donc, on a par exemple la circulaire du 4 octobre qui est relative à la lutte contre la fraude fiscale, qui va durcir les contrôles et les sanctions en matière de prix de transfert. Il y a une volonté de mettre en place des stratégies d'enquête avec un traitement efficace de la fraude, donc et de faire les liens. Donc par exemple, si on a un ajustement, donc et Cécile viendra par la suite dessus, mais c'est assez typique d'avoir des groupes qui vont au fil de l'eau avoir leurs transactions intra-groupe et à la fin d'année vont faire un gros ajustement parce qu'ils se rendent compte que finalement il n'y a pas assez de marge, il y a trop de marge, vont faire des ajustements. Donc ça, encore une fois, ça se passe sur un même exercice fiscal. Mais par contre, on peut aussi avoir des groupes qui vont parfois avoir du mal à déterminer les ajustements qu'il faut faire ou qui vont avoir des analyses économiques qui vont être faites a posteriori. Et quand on fait, donc nous, c'est ce qu'on appelle les benchmarks, on va essayer de déterminer quel est le prix de marché. Si on les fait a posteriori, on peut parfois avoir la situation où la politique qu'on a appliquée par le passé est contredite par la propre analyse économique qu'on a produite par la suite. Et là, ça peut aussi poser des problématiques assez importantes. L'autre élément assez clé, c'est l'échange d'informations entre les différentes juridictions. Ça, c'est assez important. On est dans le cadre d'une coopération internationale. Donc, c'est assez clé. On collecte de la data. Il y a des mécanismes il y a le répertoire central européen qui permet justement d'échanger des informations entre administrations. La France, on sait qu'elle collabore assez activement aussi avec les États-Unis, donc à voir aussi les évolutions récentes et les impacts que ça peut avoir. Mais on est vraiment dans le cadre on sait qu'il y a un gros gâteau en termes de profit. On sait que globalement, les sociétés, en tout cas, il y a un manque à gagner en termes fiscaux. Et donc, il y a une coordination internationale pour essayer de voir comment on pourrait récupérer ces éléments. Le troisième point, c'est le CBCR public. Donc, CBCR, c'est Country by Country Reporting, qui deviendra public. Donc là aussi, ça augmente le risque parce qu'on va dévoiler énormément d'informations assez centrales et en plus de ça, ça va être public. Donc, ça peut aussi avoir un risque réputationnel qui est assez important. Et on l'a vu en France sur des reportings bancaires par le passé. Sans rentrer trop dans le détail, c'est pas le sujet de ce webinaire, mais ça donne aussi un contexte international sur les challenges qu'on peut avoir. Et bien sûr, pilier 2. Donc, pilier 2, je pense que vous avez pu en entendre parler. L'imposition mondiale à 15%. Donc, qui est évidemment un sujet clé de coordination internationale, parce que là, on est vraiment sur de la récupération de data. Et en plus, on mentionne les impôts qui sont payés dans tous les pays et les systèmes fiscaux, comme vous le savez, varient d'un pays à l'autre. Donc voilà, je passe la main à Cécile. Oui, sur ce dernier point, je remets un tout petit peu de contexte, c'est-à-dire qu'on est parti en fait d'une vision très formaliste des prix de transfert. Il fallait documenter beaucoup à une vision économique des prix de transfert. Donc, il faut que la documentation soit cohérente avec les fonctions réelles des entités. Et demain, on va piloter les prix de transfert pour équilibrer les bases imposables. Donc, c'est ce chemin-là, en fait, qui est en train d'être pris. C'est à ça que servent toutes les réglementations que vous avez, les acronymes figurent ici. DACSIS, c'est la déclaration de différence de traitement entre deux pays qui mène en fait à une non-imposition d'un flux ou une double déduction d'un flux. Le CBCR
public, ça va donner une cartographie économique et des impôts, des impôts par juridiction. Pilier 2, ça va venir corriger les déséquilibres. Et demain, on pilotera, a priori, en tout cas, c'est dans l'air du temps, d'ici 2 à 3 ans, l'idée, c'est effectivement de piloter les bases imposables afin qu'il y ait une juste répartition entre les juridictions. J'interviens à ce moment aussi pour vous faire un peu un retour de ce qu'on a pu constater dans les derniers contrôles sur lesquels on intervient auprès de nos clients. Puisque déjà, il faut savoir que dès lors qu'il y a des ramifications internationales, les prix de transfert sont un sujet, tout de suite. C'était pas forcément le cas par le passé, surtout quand on était sous les seuils. Parce que sous les seuils, on était sous les seuils de documentation et comme l'approche était très formelle, il n'y avait pas de formalisme à prévoir et donc ce n'était pas forcément un sujet. Ça a complètement changé les 10 dernières années. En France, en plus, on est assez pionnier dans la matière puisque on a tout de suite transposé les directives OCDE. Donc, il peut y avoir aussi un décalage dans la prise en compte de la thématique entre les différentes juridictions. Et ça peut poser un sujet qu'on retrouve après dans les contrôles fiscaux, puisqu'on peut imaginer une maison mère dans un pays où le sujet prix de transfert devient actuel, mais ne l'était pas il y a quelques années, qui donc ne s'en est pas occupé au niveau du groupe, alors que la France était déjà concernée par des obligations et avec des équipes maintenant de contrôle qui sont de plus en plus formées au sujet. Et donc, on a un décalage, en fait, de prise en compte de l'importance du sujet. Et c'est souvent ça qu'on retrouve, là, on arrive sur la fin de cette période, mais c'était souvent ça qu'on retrouvait dans les contrôles fiscaux pendant très longtemps, c'était finalement une différence de traitement et de compréhension de l'importance du sujet. Là, ce qu'on a constaté sur 2024, donc on est sur des contrôles qui vont jusqu'à 2023, c'est que effectivement les transactions financières, donc tout ce qui est flux financier, et là c'est particulièrement la spécialité de Maxime, tout ce qui est flux financier intra-groupe, qu'il s'agisse de cash pool, qu'il s'agisse de financement, qu'il s'agisse de sommes simplement laissées à disposition, sont systématiquement regardés, non pas seulement par le taux, mais aussi par en fait le profil de chacune des entités pour savoir quel est le risque possible, que présente chacune des entités. On a systématiquement a posteriori à justifier en fait le taux qui a été appliqué, alors qu'on a un taux légal. Mais très souvent, dans les groupes internationaux, le taux légal, donc à l'exception des années où on a revu de l'inflation post-Covid, très souvent, les taux intragroupes sont bien supérieurs au taux légal du 39.1.3 qui était historiquement très très bas. Donc, on se retrouve à devoir quand même justifier de taux bien plus élevés et l'administration fiscale a une approche assez théorique du sujet qu'il va falloir challenger. Même s'ils ont une équipe de spécialistes, on l'a appris il n'y a pas longtemps, mais sur les transactions financières, le fait est que leur approche reste quand même très très théorique. Ce qu'on constate aussi, c'est pour tout ce qui est en fait entité en charge de distribution. Comme autre sujet, on va venir très souvent, le fisc français va venir en fait remettre en question l'approche qui consisterait à dire en fait on a un distributeur qui fait des fonctions très simples, il recherche des clients, mais il n'est pas responsable du produit, il n'est pas responsable de la stratégie, il n'est pas responsable du marketing et il n'est pas responsable ou il ne peut fixer lui-même les prix. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des prix de transfert un low risk distributor. Et bien dans cette hypothèse-là, quand on qualifie un distributeur avec un profil fonctionnel de ce type, on place en général une rémunération, une marge assez faible et routinière sur cette activité. Le fisc français a tendance à beaucoup challenger ce profil. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc les cost plus 5 qu'on connaissait il y a quelques années sur des sociétés de distribution qui faisaient de la prestation de services commercial, ça ne marche plus. Donc il faut absolument retourner, je dirais, soit voir les clients quand vous êtes en conseil, soit quand on est dans le groupe en tant que tel, retravailler en fait ces profils. Il y a toujours un challenge sur l'absence de documentation, une documentation incomplète, avec maintenant en plus des services fiscaux qui ont tendance à demander
des documentations, quel que soit le niveau, quel que soit le seuil. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème, le fisc vient demander en fait la documentation des prix de transfert, y compris sous les seuils, au cas où elle existe dans le groupe. Ils en prennent évidemment connaissance, ils ont des équipes spécialistes, mais ça ne constitue maintenant plus que je dirais la base de la discussion. Puisqu'on va tout de suite rentrer sur des profils économiques. Il y a des sujets aussi, c'est si vous vous retrouvez ou si dans votre groupe, vous avez des entités qui sont je dirais en perte chronique en fonction du secteur, ces profils-là, au bout d'un moment, font sonner une alarme au fisc. Donc, je dirais entité en perte et affichant des déficits fiscaux réguliers sur des longues périodes qui appartiennent à un groupe international. Maintenant, les services fiscaux débarquent. Puis, il y a un autre point qu'on a vu très souvent, c'est effectivement la remise en cause de ce qu'on appelle les ajustements de prix de transfert pour beaucoup de sujets. Donc, l'idée, c'est de dire, quand on recherche en fait à avoir une marge cible et que pendant l'année, finalement, on se facture à flux tendu, en fin d'année, on va venir réajuster en plus ou en moins pour pouvoir atteindre cette marge qu'on estime être une marge de pleine concurrence. Donc, on se retrouve avec une facturation régulière fin d'année, mais ça peut être trimestriel, semestriel, en fonction de la politique du groupe. Et cette facture d'ajustement est parfaitement admise d'un point de vue, je dirais, économique et technique des prix de transfert, mais ça a beaucoup de conséquences. Ça a des conséquences en TVA. Il faut savoir comment traiter cet ajustement en TVA. Est-ce que c'est un ajustement qui est une prestation de service? Est-ce que c'est un ajustement qui correspond à des corrections de prix de vente? Ou bien est-ce que c'est un ajustement qui vient en fait supporter une filiale? Les conséquences fiscales ne sont pas les mêmes en matière de TVA. Lorsqu'on a des ajustements aussi qui sont sur des prix de marchandises, potentiellement, vous avez un risque douane, puisque vous avez déclaré une valeur en douane pendant tous vos échanges internationaux et que cette valeur vient être en fait modifiée par votre ajustement de prix de transfert. Or, on a beaucoup de mal à faire de la déclaration provisoire en douane avec une déclaration définitive. Donc, on a un décalage sur les valeurs douane et sur, in fine, les valeurs des produits après ajustement. Et puis, la dernière qu'on voit extrêmement régulièrement, c'est l'ajustement de fin d'année où disons, un peu après décembre, mais daté de décembre, on peut avoir une facture qui s'appelle juste ajustement de prix de transfert, ça existe, et elles sont admises, ces factures, attention, c'est pas que la facture en elle-même n'est pas admise, mais c'est ces conséquences fiscales qui sont importantes. Eh bien, en facture de fin d'année, vous pouvez avoir cet ajustement, et si on ne le traite pas bien, vous pouvez avoir un impact extrêmement désagréable en droit français, qui est de la taxe sur les salaires. Puisque ce n'est pas rattaché à une activité soumise à TVA. Alors, je vous passe les détails des analyses de seuil, de est-ce que je suis soumis à la taxe sur les salaires, etc. Mais il se trouve que cette année, au niveau de RSM, on a 3 contrôles fiscaux où on bataille sur la taxe sur les salaires. À cause de ces ajustements de fin d'année. Donc, c'est pour ça qu'on profite de ce webinaire pour sortir la sonnette d'alarme. Attention à la manière dont vous traitez vos ajustements de fin d'année en prix de transfert. Voilà un peu pour vous donner un peu un panorama des sujets qu'on voit en ce moment, d'actualité, on va dire, au niveau des contrôles fiscaux. Maxime, je te repasse la parole. Donc oui, en termes de bonnes pratiques, on l'a vu de toute façon, le risque peut venir de beaucoup de biais différents. Pareil, Cécile a abordé le COS+5. Un autre risque encore sur le COS+5, c'est qu'il y a une mesure aussi de simplification par l'OCDE qui définit exactement ce qu'on peut s'attendre en termes de services quand on fait un COS+5. Et donc, à contrario, ça dit aussi à quoi on ne s'attend pas quand on a un COS+5. Donc, j'en viens aux bonnes pratiques. Bien sûr, un élément clé, c'est l'anticipation. Pendant longtemps, nous, quand on parlait à nos clients, l'idée, c'était, on avait du mal à convaincre du bienfait d'anticiper. On était plutôt sur une approche de dire, bon, j'attends le contrôle, et en cas de contrôle, ok, peut-être ça demandera des ajustements. Je serai capable de produire ma documentation. En France, à savoir que
quand on nous demande formellement la documentation, quand on est dans les seuils, on a 30 jours pour la produire. On peut aussi étendre ce délai de 30 jours, donc on a 60 jours. Pour beaucoup de contribuables, ils considèrent que c'est assez large pour produire cette documentation. Mais dans les faits, c'est assez compliqué d'être dans ces délais. Alors, quand tout roule, tout va bien. En revanche, quand on documente et on se rend compte qu'au final, on a des gros gaps entre ce qu'on a prévu et la réalité des benchmarks, ou alors même de manière un peu plus complexe, on a un gros décalage entre mon activité économique, nous, ce qu'on appelle en termes de prix de transfert, plutôt le profil fonctionnel. Donc le profil fonctionnel, on analyse ce que les fonctions, les risques et les actifs de chacune des entités du groupe. Quand on a de gros décalages entre la réalité économique et le profil fonctionnel théorique qui est décrit dans une documentation groupe, par exemple, ça peut avoir énormément de conséquences parce que ça remet parfois le modèle de prix de transfert dans son ensemble. Parce que en termes de prix de transfert, on part de l'analyse fonctionnelle, on part de l'analyse de la chaîne de valeur et on en déduit une politique de prix de transfert. Faire le chemin inverse est bien plus compliqué. Donc l'anticipation est vraiment clé sur les prix de transfert. On l'a vu sur les transactions financières, on pourrait faire des webinaires entiers sur les transactions financières. Mais c'est vrai que pareil, quand on parle de taux d'intérêt, le taux du 39,3 varie d'une année sur l'autre. On n'est pas sûr que tous les contrats intra-groupes sur du financement long terme ajustent le taux d'intérêt d'une année sur l'autre. Il y a une façon aussi de piloter ça. Et puis, bien sûr, le risque peut être soit en France, mais aussi une juridiction étrangère peut considérer que le taux d'intérêt n'est pas suffisant. Donc, on a aussi là des grosses, on va dire, un gros intérêt, je pense, à anticiper ces politiques de prix de transfert. Le deuxième point, c'est la transparence. Donc la transparence, de toute façon, en cas de contrôle, le contrôle va mettre un peu l'entreprise à nu. Donc on considère qu'il est très important de se préparer, de se dire que mes données que je considère secrètes ou clés, ça se voit pas, c'est de la facturation intragroupe, ça fonctionne de moins en moins. Il faut s'y préparer. On a de plus en plus de data. La data permet aussi un certain degré de transparence sur les chiffres. On a beaucoup d'initiatives qui augmentent le niveau de transparence. On a de plus en plus de juridictions pour lesquelles c'est assez facile d'obtenir les comptes annuels à la fois de notre entité française, mais aussi celle de l'étranger. Donc ça, c'est un point vraiment important à avoir en tête, c'est que tôt ou tard, s'il y a une incohérence, on peut s'en apercevoir. Et les biais, les moyens pour obtenir ces informations sont de plus en plus nombreux. Donc, on conseille d'être prêt à cette transparence et donc de gérer ces flux en toute transparence. Le troisième point, c'est bien sûr d'avoir une documentation proportionnée et cohérente. Pourquoi proportionnée? Parce que même si on est en dessous des seuils, et Cécile l'a mentionné, l'administration, dans tous les cas, sur base de l'article 57, peut vous demander d'être en mesure de documenter votre politique de prix de transfert et cohérente. Vous avez compris le lien entre les différents facteurs, c'est assez clé, mais ça manque beaucoup quand on observe, quand on met un peu le nez dedans. D'un point de vue économique, on peut voir des incohérences. Et bien sûr, la coordination internationale. C'est toujours intéressant pour une filiale française de comprendre, d'avoir ses résultats dans un ensemble, de comprendre comment ça fonctionne vis-à-vis de son groupe, de bien coordonner ses travaux. On peut avoir des benchmarks qui vont être parfois préparés dans un pays assez comparable à la France. La France n'a pas forcément l'information, donc ça demande beaucoup de coordination internationale, à la fois pour nous en tant que prestataire de service, mais aussi pour vous dans votre groupe pour bien gérer vos prix de transfert. On passe aux questions. Alors, déjà, merci Maxime et merci Cécile pour cette présentation. Je pense que vous avez été extrêmement clairs puisque, pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas de questions sur le sujet. Ou alors, c'est l'inverse. On a perdu tout le monde tout de suite. Je ne pense pas. C'est vraiment un challenge d'aborder les prix de transfert en 40 minutes. C'est vraiment un challenge dans un cadre général, mais vous l'avez compris, le but, c'est de présenter les principaux aspects. Et après, bien sûr, on a la capacité d'accompagner sur ces différents aspects ou même de faire d'autres webinaires sur des sujets un peu plus spécifiques. Donc,
Donc c'est assez, je pense que c'est un peu normal. Et puis, ça prête aussi, peut-être à des situations très spécifiques et personnelles, qui concernent nos participants. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir, vers nos intervenants. Leurs coordonnées sont dans la présentation qui est téléchargeable sur Webikeo. Le webinaire est également disponible en replay, donc si vous avez, envie de la revoir ou si vous avez peut-être des questions en suspens, vous pouvez toujours vous y référer à nouveau. Et puis, eh ben, je vois qu'il y a pas de questions pour le moment. Donc écoutez, il nous reste à vous remercier de votre participation, à vous dire qu'on reste à votre disposition si besoin et à vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ah, on avait dans le chat.